Si tu arrives à danser cette valse, je t'adopte. Les mots ont traversé la salle comme une lame glaciale, suivis de rires cruels qui résonnaient entre les lustres en cristal. Maya Johnson, âgée de seulement 12 ans, ressentit chaque rire comme une gifle. Ses vêtements simples contrastaient brutalement avec les robes en soie et les smokings impeccables autour d'elle, mais ses yeux marrons brillaient d'une détermination qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter. Le millionnaire Vincent Crawford observait la fillette avec un sourire malveillant, espérant la voir s'enfuir en larmes. Il était venu à ce gala caritatif uniquement pour impressionner dans les affaires, mais il avait maintenant trouvé un divertissement encore plus intéressant: humilier publiquement une enfant qui avait osé pénétrer sur son territoire sacré. Maya était entrée à l'hôtel métropolitain uniquement pour livrer des fleurs que sa grand-mère Martha avait arrangées pour l'événement. 50 $ pour ce travail signifiait de la nourriture sur la table pendant une semaine entière. Mais en passant par la salle principale, quelque chose la fit s'arrêter. La musique, l'élégance, l'éclat, c'était comme si elle voyait un monde de contes de fées pour la première fois. Puis elle trébucha. Un plateau de champagne vola dans les airs, les verres tombant en cascade sur le tapis perçant de 15 000 $. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tous les regards se tournèrent vers la fillette noire en baskets usées et en robe rapiécée, qui se retrouvait maintenant au centre de la salle la plus exclusive de la ville. Qui a laissé entrer cette créature ici? La voix de Vincent fendit l'air comme un fouet. Il s'avança lentement, ses chaussures italiennes résonnant sur le marbre. « Tu sais combien coûte ce tapis, petite ?» Maya leva le menton, même si les larmes menaçaient de tomber. « Je venais juste livrer les fleurs, monsieur. C'était un accident. » Un accident. Vincent rit, un son froid et calculateur. Les accidents ont des conséquences. Peux-tu payer pour ces dégâts? La question flottait dans l'air comme du poison. Maya savait qu'aucune d'elles ni sa grand-mère Martha n'avait assez d'argent pour payer ne serait-ce qu'un de ses verres. Sa famille avait à peine les moyens de payer le loyer du petit appartement dans le quartier le plus pauvre de la ville. Non, monsieur. Alors nous avons un problème. Vincent sourit aux invités, comme un prédateur exhibant sa proie. Mais je suis un homme généreux. Je vais faire une proposition que toute orpheline comme toi rêve d'entendre. Le mot « orpheline » frappa Maya comme un coup de poing. Oui, elle avait perdu ses parents dans un accident de voiture il y a 2 ans. Oui, elle vivait avec sa grand-mère, qui travaillait comme femme de ménage dans 3 emplois différents. Mais elle n'était pas qu'une statistique à ridiculiser. Si tu arrives à danser cette valse parfaitement, sans trébucher une seule fois, je t'adopte. Vincent fit un geste vers l'orchestre. Tu auras tout ce que tu as toujours voulu. Une maison, de la nourriture, des vêtements chers, une éducation dans une école privée. Une vie que tu n'aurais jamais pu rêver. Les murmures se répandirent dans la salle comme un feu. Les dames de la haute société murmuraient derrière des éventails ornés, les hommes d'affaires observaient avec un intérêt morbide. C'était comme s'il assistait à un spectacle de gladiateurs. Mais si tu trébuches... Vincent fit une pause dramatique, savourant chaque seconde. Tu travailleras gratuitement dans mon entreprise jusqu'à ce que tu rembourses chaque centime de ce que tu as cassé. Et ça, ma chère, prendra le reste de ta vie. Maya sentit le monde tourner autour d'elle. La musique de la valse commença, lente et mélancolique, comme une marche funèbre. Elle n'avait jamais appris à danser la valse. En fait, elle savait à peine danser autre chose que les pas qu'elle voyait à la télévision lorsqu'elle pouvait regarder. Mais quelque chose en elle refusait de se courber. « J'accepte. » Les mots sortirent de sa bouche avant qu'elle ait pu les penser. Toute la salle sembla retenir son souffle. Vincent cligna des yeux, clairement surpris par cette réponse. Il avait prévu une humiliation rapide, pas un véritable défi. « Pardon. » Sa voix portait un mélange de surprise et d'irritation. « J'ai dit que j'accepte. » Maya fit un pas en avant, ses jambes tremblant imperceptiblement. Mais à une condition. L'audace de la fillette provoqua des rires étouffés parmi les invités. Vincent plissa les yeux, sa patience s'épuisant rapidement. « Tu n'es pas en position de faire des exigences, petite. Si je réussis à danser cette valse, tu ne m'adopteras pas seulement. Tu créeras aussi un fonds éducatif pour les enfants comme moi. » Maya éleva la voix pour que tout le monde l'entende clairement. « $1 million. Pour que d'autres enfants aient les opportunités que tu offres uniquement pour m'humilier. » La salle resta complètement silencieuse. Vincent sentit le poids de centaines de regards sur lui. Certains invités semblaient impressionnés par le courage de la fillette, d'autres attendaient avec impatience de voir sa réaction. C'était un échec public. Très bien. Sa voix restait contrôlée, mais le poing serré révélait sa colère. Si tu arrives à danser sans trébucher, tu auras ton adoption et ton fonds caritatif. Mais quand tu échoueras, et tu échoueras,
tu travailleras pour moi jusqu'à la fin de tes jours. » Maya acquiesça, scellant son destin. Elle regarda autour de la salle, cherchant du courage dans les visages curieux. Puis ses yeux croisèrent un visage familier au fond de la foule. James Patterson, le fils de 16 ans du sénateur le plus respecté de l'État, l'observait avec une expression qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Il y avait quelque chose dans ses yeux verts qui semblait différent du reste de la foule, ce n'était ni pitié ni curiosité morbide. C'était quelque chose qui ressemblait à du respect. La musique reprit, cette fois plus forte. Vincent tendit sa main gantée à Maya, son sourire revenant sur son visage. Il était absolument sûr que la fillette échouerait misérablement, lui offrant le divertissement qu'il recherchait. Maya prit une profonde inspiration et posa sa petite main dans la sienne. Le contraste était frappant, sa main, douce et froide comme le marbre, la sienne, calleuse par le travail, mais chaude comme le feu. « Que le spectacle commence !» murmura Vincent, juste pour qu'elle entende. Mais alors que l'orchestre jouait les premières notes de la valse, Maya ferma les yeux et se souvint de quelque chose que sa grand-mère lui disait toujours. « Maya, ma chère, tu as quelque chose en toi qu'aucune somme d'argent au monde ne peut acheter. Quand la musique commencera, laisse ton cœur guider tes pieds. » Le premier pas fut fait. Maya ouvrit les yeux et rencontra le regard surpris de Vincent. Pendant un instant à peine perceptible, il sembla hésiter. Il y avait quelque chose de différent chez cette fille, quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Une élégance naturelle qui ne pouvait être achetée, une grâce qui venait de l'intérieur. Et alors qu'il commençait à se déplacer dans la salle, Vincent se rendit compte de quelque chose qui le perturbait profondément. Maya dansait comme si elle était née pour ça. Ce que Maya ne savait pas, c'était que cette danse allait changer non seulement sa vie, mais révéler des secrets que Vincent Crawford avait gardés pendant des années. Des secrets qui pourraient détruire tout ce qu'il avait construit. Les pas de Maya coulaient avec une naturalité qui défiait toute logique. Vincent Crawford, habitué à contrôler chaque situation, se sentait perdu pour la première fois depuis des décennies. La fille dans ses bras n'était pas seulement une enfant pauvre essayant de survivre. C'était quelque chose de bien plus dangereux. Une force de la nature déguisée en vulnérabilité. « Comment as-tu appris à danser ainsi ?» murmura Vincent en la guidant à travers une séquence complexe de tours. Sa voix portait un mélange d'admiration forcée et de suspicion réelle. Maya gardait les yeux fixés sur les siens, refusant de montrer le moindre signe de faiblesse. « Ma mère dansait avec moi dans la cuisine quand j'étais petite. Elle disait que la musique était le langage que tous les cœurs comprenaient. » La mention de sa mère fit quelque chose d'étrange apparaître sur le visage de Vincent. Pendant une fraction de seconde, son masque de cruauté glissa, révélant une douleur ancienne et profonde. Maya remarqua le changement, mais n'eut pas le temps de le traiter complètement avant qu'il ne reprenne son expression froide. Ce que Maya ne savait pas, c'est que Vincent Crawford n'avait pas toujours été l'homme impitoyable que tout le monde connaissait. Il y a 15 ans, il avait été un père dévoué, un mari passionné, un homme qui croyait que l'amour pouvait surmonter n'importe quel obstacle. Jusqu'à la nuit où tout changea. Sa fille, Sophia, avait le même âge que Maya lorsqu'on lui diagnostiqua une maladie rare. Vincent avait dépensé des millions pour des traitements, consulté les meilleurs médecins du monde, déplacé des montagnes pour la sauver. Mais pas tout l'argent de l'univers ne suffisait. Sophia mourut dans ses bras, murmurant qu'elle voulait danser une dernière valse avec papa. Depuis, Vincent avait endurci son cœur comme du béton armé. Il avait transformé sa douleur en pouvoir, sa vulnérabilité en cruauté. Chaque affaire impitoyable, chaque décision froide, chaque moment de cruauté était une façon de se protéger de ressentir à nouveau cette douleur dévastatrice. Mais maintenant, en regardant Maya danser avec la même grâce naturelle que possédait Sophia, les murs qu'il avait construits commençaient à se fissurer. Papa disait toujours que tu étais différent des autres millionnaires. James Patterson s'était approché discrètement de la piste de danse, observant chaque mouvement avec intensité. Il disait qu'une fois tu avais un cœur. Vincent faillit trébucher en entendant ces mots. Le sénateur Patterson était l'un des rares hommes à connaître son histoire personnelle, l'un des derniers vrais amis qui lui restaient. James, cependant, était beaucoup trop jeune pour comprendre les complexités du monde adulte. « Ton père parle trop », répondit Vincent sèchement, mais sa concentration était perturbée. Maya profita de ce moment de distraction pour faire quelque chose d'inattendu. Au lieu de suivre les pas traditionnels de la valse, elle improvisa une séquence qu'elle avait vue sa mère exécuter des années auparavant, un mouvement fluide et élégant qui transforma la danse formelle en quelque chose de personnel et d'intime. Les invités étaient bouche bée. Ce n'était plus seulement une valse. C'était une conversation silencieuse entre deux âmes, une bataille de volonté menée à travers la musique. « Tu essaies de m'impressionner ?» demanda Vincent, mais il y avait une note de respect involontaire dans sa voix. « J'essaie de survivre », répondit Maya avec une honnêteté brutale qui le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Pendant qu'il dansait,
Maya observait les réactions des invités autour. Certains visages montraient une admiration sincère, d'autres manifestaient un malaise face à la situation. Mais c'est Margaret Whitfield, la matriarche de la plus ancienne famille de la ville, qui attira le plus son attention de manière intrigante. La septuagénaire regardait Vincent avec un regard mêlant savoir et inquiétude. Il y avait quelque chose dans son expression qui suggérait qu'elle savait exactement ce que cette danse représentait pour lui, et pourquoi il était si difficile pour l'homme le plus puissant de la ville de garder son calme. Margaret avait été une amie intime de la défunte épouse de Vincent, Helena Crawford. Elle avait été témoin de l'amour profond du couple, avait tenu Vincent lorsqu'il pleura pour la première fois après la mort de Sophia, avait vu un homme bon se transformer en une créature animée par la douleur et la peur d'aimer à nouveau. Il se souvient d'Helena et de Sophia, murmura Margaret à sa fille à ses côtés. Cette fille a le même esprit qu'elles avaient. Cela va soit le détruire, soit le sauver. La musique approchait de sa fin, et Vincent se rendit compte avec horreur que Maya n'avait pas trébuché une seule fois. Pire encore, elle avait dansé avec une élégance rivalisant avec les meilleures danseuses qu'il ait jamais vues. L'humiliation qu'il avait planifiée s'était transformée en sa propre défaite publique. Mais quelque chose de plus troublant se produisait. À mesure que la valse atteignait son apogée, Vincent ressentit quelque chose qu'il avait juré de ne plus jamais ressentir, une connexion humaine véritable. La façon dont Maya le regardait n'était pas avec peur ou soumission, mais avec une compréhension qui dépassait son âge. « Tu as perdu quelqu'un d'important, n'est-ce pas ?» demanda Maya doucement, alors qu'ils exécutaient le mouvement final de la danse. La question frappa Vincent comme la foudre. Comment une fillette de 12 ans pouvait-elle lire son âme avec autant de précision? Il s'arrêta un instant, ses yeux rencontrant les siens dans un silence chargé d'émotion. « Comment ?» Sa voix sortit rauque, presque inaudible. « Je reconnais la douleur, » répondit Maya avec une sagesse qui ne devrait pas exister chez quelqu'un d'aussi jeune. « C'est la même que je porte depuis la mort de mes parents. La différence, c'est que j'ai choisi de ne pas laisser cela me transformer en pierre. » Vincent sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Un mur qu'il avait mis 15 ans à construire s'effondrant en quelques secondes. Pendant un moment terrible et libérateur, il vit son propre reflet dans les yeux de la fillette. Deux âmes marquées par la perte, mais choisissant des chemins opposés pour gérer la douleur. La musique s'arrêta. La salle entière éclata en applaudissements, mais Vincent pouvait à peine les entendre. Il était perdu dans le regard de Maya, voyant pour la première fois depuis des années non pas le reflet de sa propre cruauté, mais une possibilité de rédemption qu'il avait considérée comme impossible. Elle l'a fait. James Patterson fut le premier à briser le silence, sa voix chargée d'admiration. Elle l'a vraiment fait. Vincent lâcha lentement la main de Maya, comme s'il se réveillait d'un rêve perturbant et beau à la fois. Il regarda autour de la salle, voyant les visages impatients des invités, tous attendant qu'il tienne sa promesse. Mais quelque chose avait fondamentalement changé en lui. Il ne s'agissait plus seulement de tenir parole ou de préserver sa réputation. Pour la première fois en 15 ans, Vincent Crawford faisait face à la possibilité d'ouvrir à nouveau son cœur à quelqu'un d'autre. Très bien. Sa voix résonna dans la salle, mais elle sonnait différente, moins froide, plus humaine. Une promesse est une promesse. Maya ressentit un mélange de soulagement et de terreur. Elle avait gagné la bataille, mais pressentait que la guerre ne faisait que commencer. Vivre avec Vincent Crawford signifierait entrer dans un monde qu'elle ne comprenait pas, avec des règles qu'elle ne connaissait pas, entourée de personnes qui la voyaient comme une intruse. Mais il y avait quelque chose de plus inquiétant encore. Elle avait vu une fissure dans l'armure de l'homme le plus puissant de la ville. Et les gens puissants, lorsqu'ils sont vulnérables, peuvent être encore plus dangereux que lorsqu'ils sont simplement cruels. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Margaret Whitfield préparait déjà une visite très particulière à Vincent Crawford. Il y avait des secrets concernant Helena et Sophia qui devaient être révélés. Des secrets qui pourraient expliquer pourquoi Maya avait touché le cœur de Vincent de manière si profonde. Et au fond de la salle, un homme en costume sombre prenait discrètement des notes sur chaque détail de ce qui venait de se passer. David Morgan, détective privé et ennemi de longue date de Vincent, avait enfin trouvé l'outil parfait pour sa vengeance. Une fillette de 12 ans qui venait de devenir l'héritière non officielle de l'Empire Crawford. 3 semaines après le bal qui avait tout changé, Maya découvrit que vivre dans le manoir Crawford était comme habiter une prison dorée. Chaque mouvement était observé, chaque mot analysé, chaque respiration semblait résonner dans les couloirs sans fin de la maison qu'elle devait désormais appeler son foyer. Vincent avait tenu sa promesse de manière méticuleuse et froide. Maya avait sa propre chambre, plus grande que tout l'appartement où elle avait vécu avec sa grand-mère Martha, des vêtements chers qui la faisaient se sentir déguisée, et une tutrice privée qui la traitait avec la courtoisie glaciale réservée aux fardeaux indésirables. Mais Maya n'était pas simplement une enfant ordinaire s'adaptant à une nouvelle vie. Elle était une survivante née, et les survivants apprennent à observer,
planifier et se préparer à l'inattendu. Pendant ses premières semaines au manoir, Maya fit 3 découvertes troublantes qui allaient complètement changer le cours de sa stratégie. La première vint de Rose Mackenzie, la gouvernante écossaise qui gérait la maison depuis plus de 20 ans. Rose avait été engagée par Helena Crawford et était restée même après les décès dévastateurs de la famille. C'était une femme de 50 ans aux yeux bleus perçants et à la loyauté farouche envers les Crawford. Mais il y avait quelque chose chez Maya qui avait réveillé ses instincts maternels endormis. « Votre Madame Helena était une femme spéciale », murmura Rose une nuit alors qu'elle aidait Maya à se préparer pour dormir. Elle croyait que les gens pouvaient changer, que l'amour pouvait guérir n'importe quelle blessure. Monsieur Vincent n'a pas toujours été ainsi, enfant. Il riait, il rêvait. Maya absorba chaque mot comme une éponge. Que s'est-il passé avec Sophia? Rose hésita, ses yeux remplis de larmes non versées. La petite Sophia avait ton âge lorsqu'elle est tombée malade. Une maladie rare dont les médecins pouvaient à peine prononcer le nom. Monsieur Vincent a déplacé ciel et terre pour la sauver, a dépensé des fortunes, consulté des spécialistes du monde entier. Mais elle est morte, compléta doucement Maya. Elle est morte dans ses bras, demandant à danser un dernier valse. Rose s'essuya les yeux avec son tablier. Depuis lors, il a verrouillé son cœur et jeté la clé. Jusqu'à ce que tu apparaisses. La deuxième découverte vint par l'intermédiaire de James Patterson, qui avait commencé à visiter le manoir régulièrement sous prétexte d'étudier avec Maya. Le fils du sénateur était devenu son seul véritable ami dans ce monde étrange, et c'est par lui que Maya a appris l'existence de David Morgan. Mon père a mentionné que quelqu'un enquêtait sur Vincent, murmura James pendant l'une de leurs séances d'études dans la bibliothèque. Un homme nommé David Morgan. Papa a dit qu'il avait été associé de Vincent pendant de nombreuses années avant que tout ne tourne mal. Maya sentit un frisson d'intuition. Quel genre d'enquête? Je ne sais pas exactement, mais j'ai entendu papa parler au téléphone de documents disparus, de la façon dont Vincent a construit son empire. James regarda autour de lui nerveusement. Maya, si Vincent a fait quelque chose de terrible dans le passé et que cet homme le découvre, que te fera-t-il? La question flotta dans l'air comme une menace invisible. Maya comprit que sa position dans le manoir Crawford était bien plus précaire qu'elle ne l'avait imaginé. Elle n'était pas seulement une orpheline adoptée. Elle était un témoin, une pièce dans un jeu beaucoup plus grand et dangereux. La troisième découverte fut la plus choquante de toutes, et elle vint de sa propre curiosité infatigable. Maya avait découvert que Vincent conservait la chambre de Sophia exactement telle qu'elle était 15 ans plus tôt. La porte était toujours verrouillée, mais Maya avait trouvé la clé cachée dans son bureau lors de l'une de ses explorations nocturnes du manoir. Lorsqu'elle entra enfin dans la chambre, elle se sentit transportée dans un autre monde. C'était comme un sanctuaire préservé dans le temps, des poupées parfaitement arrangées, des livres pour enfants organisés par couleur, un petit piano avec des partitions de valse encore ouvertes. Mais c'est dans le placard que Maya trouva quelque chose qui allait tout changer. Cachée parmi les robes de Sophia, il y avait une boîte métallique contenant des lettres. Ce n'étaient pas des lettres ordinaires. C'était de la correspondance médicale, des rapports de laboratoire, des documents légaux. Maya lut chaque page avec une horreur et une compréhension croissante. Sophia Crawford n'était pas morte d'une maladie rare. Elle était morte parce que Vincent, dans son désespoir, avait testé un traitement expérimental non approuvé. Un traitement développé par la société pharmaceutique qu'il contrôlait secrètement. Le médicament non seulement n'a pas réussi à guérir Sophia, c'est ce qui l'a tuée. Helena Crawford avait découvert la vérité. Les lettres révélaient qu'elle prévoyait d'exposer publiquement Vincent, de dénoncer la société pharmaceutique et d'utiliser toute sa fortune personnelle pour s'assurer qu'aucun autre enfant ne meure de la cupidité déguisée en espoir. Helena est morte dans un « accident » de voiture 2 semaines avant de pouvoir mettre son plan en œuvre. Maya sentit ses jambes fléchir. Elle ne vivait pas seulement avec un homme cruel, elle vivait avec un meurtrier. Vincent Crawford avait tué sa propre fille par négligence et sa femme pour couvrir le crime. Mais il y avait plus. David Morgan n'était pas un enquêteur quelconque. Il était le scientifique en chef qui avait développé le médicament expérimental. Les lettres révélaient que Vincent l'avait trahi, utilisé comme bouc émissaire et détruit sa carrière et sa réputation pour se protéger. Maya rangea les lettres et quitta la chambre sous le choc. Elle avait besoin d'un plan, et rapidement. Il ne s'agissait plus seulement de s'adapter à une vie de luxe, il s'agissait de survie. Dans les jours suivants, Maya commença à se préparer en secret. Elle apprit la routine de Vincent avec une précision militaire. Quand il partait travailler, combien de temps il restait absent, quels employés lui étaient loyaux et lesquels pouvaient être influencés. Plus important encore, elle commença à cultiver des relations stratégiques. Rose Mackenzie était devenue une alliée involontaire, partageant des souvenirs d'Helena qui révélaient des traits de personnalité et des valeurs que Maya pourrait utiliser.
James Patterson était devenu ses yeux et ses oreilles dans le monde extérieur, apportant des informations sur David Morgan et ses enquêtes. Mais Maya savait qu'elle avait besoin de quelque chose de plus puissant que des alliés occasionnels. Elle avait besoin de preuves, de leviers, d'un moyen de se protéger au cas où Vincent découvrirait qu'elle connaissait ses secrets. Puis elle se souvint des paroles de Margaret Whitfield la nuit du bal. La matriarche avait mentionné connaître intimement Helena. Si quelqu'un pouvait avoir conservé des preuves des crimes de Vincent, c'était elle. Maya commença à planifier comment approcher Margaret sans éveiller les soupçons. Elle savait qu'elle n'avait qu'une seule chance. Si Vincent découvrait ses investigations, elle pourrait simplement disparaître comme Helena avait disparu. Pendant ce temps, Vincent observait Maya avec une confusion croissante et quelque chose qu'il refusait de reconnaître comme de l'affection. La fillette avait apporté de la vie à sa maison morte, avait réveillé des souvenirs qu'il préférait garder enfouis. Certaines nuits, il la regardait étudier dans la bibliothèque et voyait Helena dans chaque geste, entendait le rire de Sophia dans chaque mot. Mais Vincent Crawford n'avait pas survécu dans le monde des affaires en étant sentimental. Il commença à remarquer des changements subtils dans le comportement de Maya. La façon dont elle observait tout, posait des questions apparemment innocentes sur le passé, comment son regard était devenu plus calculateur. Rose. Il appela la gouvernante dans son bureau un jeudi matin. Maya a-t-elle posé des questions sur Helena et Sophia? Rose hésita une fraction de seconde, mais cela suffisit à confirmer les soupçons de Vincent. C'est une enfant curieuse, monsieur. Il est naturel qu'elle veuille comprendre la famille qui l'a accueillie. Vincent étudia le visage de la gouvernante avec la même intensité qu'il utilisait pour analyser des contrats millionnaires. Rose lui avait menti, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait en 20 ans de service. Tenez-la à l'écart du deuxième étaget. Sa voix était dangereusement calme. Et informez-moi immédiatement si elle pose une quelconque question sur des événements passés. Cette nuit-là, Vincent prit une décision qui scellerait le destin de tous les impliqués. Il appela un numéro qu'il n'avait pas composé depuis 15 ans. David. Sa voix résonna au téléphone. Nous devons parler. De l'autre côté de la ligne, David Morgan sourit pour la première fois depuis des décennies. Enfin, Vincent Crawford avait fait le premier pas vers son propre abîme. Et Maya Johnson, sans le savoir, était devenue la pièce centrale d'un jeu mortel entre deux hommes qui avaient bien plus à perdre qu'elle ne pouvait l'imaginer. La rencontre eut lieu dans un entrepôt abandonné dans les banlieues de la ville, loin des yeux curieux de l'élite que Vincent et David connaissaient tous deux intimement. 15 ans de haine et de soif de vengeance flottaient dans l'air comme une fumée toxique lorsque les deux hommes se retrouvèrent face à face pour la première fois depuis la destruction de leurs anciennes vies. « Tu as peur, Vincent ?» observa David Morgan avec une satisfaction sadique. À 55 ans, il avait mal vieilli, ses cheveux gris en bataille, le visage marqué par de profondes rides d'amertume, les yeux qui autrefois brillaient de passion scientifique ne brûlaient plus que d'un désir de vengeance. 15 ans à attendre ce moment. Vincent gardait sa posture impeccable même dans cet environnement dégradant. « Tu as toujours été trop dramatique, David. Que veux-tu ? » « Justice. » David rit, un son rauque et sans joie. « Ou préfères-tu que je l'appelle par son vrai nom ? Vengeance. Douce, complète et dévastatrice. » C'est alors que David révéla son atout maître. Il avait passé les 15 dernières années non seulement à collecter des preuves des crimes de Vincent, mais aussi à infiltrer des personnes dans son organisation. Rose Mackenzie, la gouvernante de confiance, était son informatrice depuis 5 ans. Tu pensais qu'elle était maternelle avec ta nouvelle petite fille adoptive. David sourit cruellement. Rose m'a tenu informé de chaque mouvement de Maya Johnson. Chaque découverte, chaque question, chaque nuit qu'elle a passée à fouiner dans tes secrets. Vincent sentit son sang se glacer dans ses veines. Si tu as blessé cet enfant. Je n'ai pas besoin de la blesser, interrompit David. Elle fait mon travail à ma place. La fille a déjà découvert tout sur Sophia, sur Helena, sur comment tu as construit ton empire sur les cadavres de ta propre famille. Cette révélation frappa Vincent comme un marteau. Maya n'était pas seulement une enfant curieuse, elle était une menace informée, une bombe à retardement marchant dans les couloirs de sa maison. Mais voici la partie intéressante, Vincent, continua David, savourant chaque mot. Maya ne se contente pas de collecter des preuves contre toi. Elle prévoit d'utiliser ces informations pour se protéger. La fille est plus intelligente que tu ne l'imaginais. Pendant que les deux hommes se confrontaient dans l'entrepôt, Maya exécutait la phase la plus dangereuse de son plan dans le manoir Crawford. Elle avait découvert que Vincent gardait tous les documents les plus compromettants dans un coffre-fort secret derrière le tableau d'Helena dans le bureau. Pendant des semaines, elle avait observé Vincent entrer la combinaison, mémorisant chaque chiffre. La combinaison était la date de naissance de Sophia. Mais lorsque Maya ouvrit le coffre,
elle trouva bien plus que ce qu'elle attendait. Outre les documents sur le médicament expérimental et la mort d'Elena, il y avait des enregistrements audio. Des heures et des heures de conversation entre Vincent et David d'il y a 15 ans, planifiant comment tester le médicament sur des enfants malades sans que leurs parents ne le sachent. La vérité était encore plus monstrueuse que Maya ne l'avait imaginé. Vincent et David n'étaient pas seulement des criminels négligents, ils étaient des prédateurs qui avaient utilisé des enfants mourants comme cobayes. Sophia n'avait été que la dernière victime avant qu'Elena ne découvre tout. Maya copia tout sur plusieurs appareils, cachant les preuves dans des endroits stratégiques du manoir. Elle savait qu'elle ne pouvait faire confiance à personne, même pas à Rose, qui agissait désormais de manière étrange. C'est alors que Maya entendit la porte principale du manoir s'ouvrir violemment. Vincent était revenu de sa rencontre avec David dans un état de fureur contrôlée. Il monta les escaliers deux par deux, se dirigeant directement vers la chambre de Maya. Mais en ouvrant la porte, il ne trouva qu'une poupée sur le lit et un mot. « Si tu veux récupérer tes preuves, retrouve-moi dans le hall où tout a commencé. Viens seul. » Vincent ressentit un mélange d'admiration et de terreur. L'enfant de 12 ans était devenu une adversaire digne de respect, ce qui la rendait plus dangereuse que n'importe quel adversaire qu'il ait jamais affronté. Pendant ce temps, Maya était déjà à l'hôtel métropolitain, utilisant les clés qu'elle avait volées à Rose pour entrer dans le même hall où elle avait dansé le valse qui avait changé sa vie. Elle n'était pas seule. Margaret Whitfield l'attendait, assise élégamment dans une chaise ornée. « Tu es plus courageuse qu'Elena », observa Margaret lorsque Maya entra dans le hall vide. « Et définitivement plus intelligente que Vincent ne l'a jamais été. » Maya avait passé des jours à convaincre Margaret de l'aider. La matriarche avait conservé les lettres d'Elena pendant 15 ans, attendant le bon moment pour les utiliser. Maya avait offert quelque chose d'irrésistible, une chance d'honorer la mémoire de son amie et de protéger une enfant innocente en même temps. « Vincent arrive », informa Maya en regardant l'heure. « Je sais », sourit Margaret. « Et David aussi. Et la presse. Et le FBI. » Maya fut surprise. Margaret avait fait bien plus que ce qu'elle avait promis. « Ma chère, quand on a 70 ans et plus d'argent que l'on peut dépenser, la seule chose qui reste est de s'assurer que justice soit faite, » expliqua Margaret. « Elena était ma meilleure amie. Elle méritait mieux que de mourir pour protéger un secret monstrueux. » Vincent arriva le premier, sa respiration haletante révélant qu'il avait couru dans les couloirs de l'hôtel. Lorsqu'il entra dans le hall et vit Maya aux côtés de Margaret, il sut immédiatement qu'il avait perdu. « Maya !» Sa voix était plus douce qu'il ne l'avait prévu. « Tu ne comprends pas les conséquences de ce que tu fais. »« Je comprends parfaitement, » répondit Maya avec un calme qui démentait son âge. « Je comprends que tu as tué ta propre fille en testant un médicament expérimental. Je comprends que tu as assassiné ta femme pour couvrir le crime. Je comprends que tu as ruiné la vie de David Morgan pour te sauver. » Vincent fit un pas en avant, mais s'arrêta lorsque Margaret leva la main. « Ne t'approche pas d'elle, Vincent. » La voix de la matriarche trancha l'air comme de l'acier. « Cet enfant a montré plus de courage en 3 semaines que toi en 15 ans. » C'est alors que David Morgan apparut à l'entrée du hall, accompagné de 2 agents fédéraux et d'une équipe de journalistes d'investigation. « C'est fini, Vincent, » déclara David, sa voix chargée de satisfaction. « Maya a enregistré notre conversation dans l'entrepôt. Elle a tout, les preuves, les enregistrements, les documents financiers prouvant comment tu as profité de la mort d'enfants innocents. » Vincent regarda autour du hall, voyant son empire s'effondrer en temps réel. Les caméras enregistraient déjà, les agents s'approchant avec des menottes, Margaret observant avec une justice satisfaite. Mais c'est vers Maya qu'il dirigea son dernier regard. « Tu aurais pu tout avoir, » murmura-t-il. « Je commençais à me soucier de toi. » Maya sentit ses larmes brûler ses yeux, mais sa voix resta ferme. « Tu ne sais pas comment te soucier de quelqu'un sans le posséder ni le contrôler, Vincent. C'était ta tragédie, pas la mienne. » Lorsque les menottes se refermèrent sur les poignets de Vincent Crawford, Maya ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis 2 ans, une véritable sécurité. Pas la fausse sécurité de l'argent ou du pouvoir, mais la sécurité qui vient de faire ce qui est juste, même lorsque tout coûte. « Que va-t-il m'arriver maintenant ?» demanda Maya à Margaret en regardant Vincent être emmené. Margaret sourit et tendit la main. « Elena m'a un jour demandé de m'occuper de tout enfant ayant besoin d'une seconde chance. Je pense qu'il est temps d'honorer cette promesse. » Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. David Morgan, même satisfait de la chute de Vincent, savait qu'il devrait lui aussi faire face aux conséquences de ses propres crimes. Les preuves que Maya avait collectées l'impliquaient également dans le développement du médicament expérimental. « La vraie justice signifie que chacun paie pour ses propres péchés, » dit Maya lorsque David tenta de s'approcher pour la remercier.
Compris-toi. David s'arrêta, réalisant que la fille avait joué un jeu bien plus complexe que ce que l'un ou l'autre avait imaginé. Elle n'avait pas seulement renversé Vincent Crawford, elle avait veillé à ce que tous les responsables de la mort d'enfants innocents subissent les conséquences. Lorsque la poussière retomba, Maya Johnson avait accompli quelque chose qu'aucun adulte n'avait réussi en 15 ans. La justice complète pour Sophia Crawford, Helena Crawford et toutes les autres victimes d'hommes puissants qui croyaient être au-dessus des lois. Et au centre de ce hall où tout avait commencé, une fillette de 12 ans avait prouvé que parfois, le courage d'un enfant peut déplacer des montagnes que le pouvoir des adultes ne peut même pas ébranler. 6 mois après le jour qui avait tout changé, Maya Johnson se retrouvait à nouveau dans un salon élégant, mais cette fois les circonstances étaient complètement différentes. L'événement n'était pas un gala exclusif pour l'élite, mais une cérémonie de remise de prix pour de jeunes gens ayant fait preuve d'un courage exceptionnel dans des situations adverses. Maya, vivant maintenant avec Margaret Whitfield dans une maison pleine d'amour et de rires sincères, était devenue une figure publique involontaire. Son histoire avait circulé dans le monde entier, inspirant des millions de personnes et changeant fondamentalement la façon dont la société percevait le pouvoir des enfants face aux injustices. La fondation Helena et Sophia Crawford a été officiellement créée aujourd'hui, annonça Margaret pendant le petit déjeuner, montrant le journal à Maya. 15 millions de dollars des biens confisqués à Vincent seront destinés aux enfants orphelins et au développement de médicaments sûrs pour les maladies rares. Maya sourit, mais il y avait une mélancolie dans ses yeux que Margaret avait appris à reconnaître. Faire ce qui est juste ne signifie pas toujours se sentir complètement en paix avec les conséquences. Vincent Crawford avait été condamné à la prison à vie pour homicide volontaire, fraude financière et une douzaine d'autres crimes. David Morgan avait reçu une peine de 20 ans, sa coopération avec les autorités étant considérée comme une circonstance atténuante. Les deux hommes, qui contrôlaient autrefois des empires financiers, passaient désormais leur journée dans de petites cellules grises. Mais Maya avait appris que la justice apporte rarement la satisfaction que les gens espèrent. Elle avait sauvé d'innombrables vies futures, mais cela ne ramènerait pas Sophia ni Helena, ni n'effacerait les années de traumatisme que leur mort avait causées. Rose Mackenzie avait été la révélation la plus douloureuse de toutes. La gouvernante, que Maya avait commencé à considérer comme une figure maternelle, avait avoué avoir été chantagée par David Morgan il y a 5 ans. Il avait menacé de révéler des secrets de son passé en Écosse. Un fils qu'elle avait abandonné jeune et qui avait maintenant besoin de soins médicaux coûteux. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, enfant », avait pleuré Rose lors de leur dernière conversation. Mais quand on est pauvre et désespéré, on accepte parfois des accords avec le diable, même en sachant que ça va mal tourner. Maya pardonna à Rose, mais la trahison lui avait enseigné une leçon précieuse sur la complexité de la nature humaine. Les gens sont rarement entièrement bons ou mauvais. Ils sont des êtres complexes prenant des décisions imparfaites sous pression. James Patterson était devenu plus qu'un ami. Il était le frère que Maya n'avait jamais eu. Le fils du sénateur visitait régulièrement la maison de Margaret, et ensemble ils avaient développé un projet pour enseigner à d'autres enfants leurs droits et comment se protéger des adultes abusant de positions de pouvoir. « Tu te rends compte que tu as changé le monde, n'est-ce pas ?» dit James lors d'une de leurs promenades dans le parc où Maya avait l'habitude de se promener avec sa grand-mère Martha. « Il y a des enfants dans le monde entier qui connaissent ton nom, qui s'inspirent de ton histoire. » Maya s'arrêta au bord du lac, observant les canards nager en cercle parfait. Parfois je me demande si ça en valait la peine. Vincent n'était pas complètement mauvais, tu sais. J'ai vu des moments où il arrivait presque à redevenir humain. Maya. James prit doucement sa main. Les personnes blessées blessent parfois les autres. Cela ne signifie pas que nous devons les laisser continuer. Tu as sauvé Vincent de lui-même, même s'il ne le comprendra jamais. La grand-mère Martha était décédée 2 semaines après l'emprisonnement de Vincent, mais pas avant d'avoir vu Maya établie en sécurité. Ses derniers mots furent une absolue fierté pour sa petite fille qui avait trouvé le courage là où des adultes puissants n'avaient trouvé que la lâcheté. « Tu as planté des graines de changement, ma chère », avait murmuré Martha sur son lit de mort. « Maintenant, regarde ces graines pousser et transformer le monde. » Maya portait ces paroles comme un talisman contre les moments de doute. Margaret s'était révélée non seulement une gardienne aimante, mais aussi une mentor qui enseignait à Maya l'usage responsable du pouvoir et de l'influence. À 70 ans, la matriarche avait trouvé un nouveau but, préparer Maya à devenir la leader dont le monde avait besoin. Le vrai pouvoir ne vient pas de contrôler les autres, expliquait Margaret lors de leur longue conversation nocturne. Il vient de les inspirer à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Vincent n'a jamais compris cette différence. La transformation de Maya avait été subtile mais profonde. Elle restait la fillette courageuse qui avait accepté de danser un impossible valse, mais elle comprenait maintenant que le courage sans sagesse pouvait être aussi dangereux que la lâcheté. Elle avait appris à équilibrer justice et compassion, force et vulnérabilité.
Lors de la cérémonie de remise de prix, Maya fut appelée sur scène pour recevoir un honneur spécial. En s'approchant du micro, elle vit des centaines de jeunes visages dans le public. Des enfants de tous âges, couleurs et origines, tous la regardant avec espoir et admiration. « Vous êtes venu ici aujourd'hui en espérant entendre l'histoire d'une fille courageuse qui a vaincu des hommes mauvais, » commença Maya, d'une voix claire et confiante. « Mais je veux raconter une histoire différente. » Le public resta en silence complet. Je veux parler d'une fille qui a appris que parfois les gens font des choses terribles non pas parce qu'ils sont des monstres, mais parce qu'ils ont mal et ont peur. Une fille qui a découvert que faire ce qui est juste ne nous fait pas toujours sentir bien, mais est nécessaire malgré tout. Maya regarda Margaret au premier rang, qui hocha la tête avec encouragement. Vincent Crawford n'était pas un méchant de conte de fées. C'était un père qui a perdu une fille et a laissé la douleur le transformer en quelqu'un qui blessait les autres. David Morgan était un scientifique qui a tout perdu à cause de la cupidité et de la soif de vengeance. Rose Mackenzie était une mère désespérée qui a fait des mauvais choix en essayant d'aider son propre fils. Les enfants dans le public écoutaient avec une attention absolue, beaucoup reconnaissant des complexités dans leur propre vie. « Je n'ai pas abattu des hommes mauvais », continua Maya. « J'ai choisi de ne pas laisser la douleur des autres devenir ma propre destruction. J'ai choisi de planter des graines de changement plutôt que d'arroser des jardins de colère. » Les applaudissements commencèrent lentement, puis grandirent jusqu'à devenir une ovation de 5 minutes complète. Après la cérémonie, Maya reçut des centaines de lettres d'enfants du monde entier partageant leurs propres expériences avec des adultes abusifs, leurs petites mais significatives victoires et leurs espoirs pour l'avenir. « Tu as créé quelque chose de plus grand que la justice », observa Margaret en lisant les lettres avec elle. « Tu as créé de l'espoir. Et l'espoir, ma chère, est la seule chose qui peut véritablement changer le monde. » Maya sourit, comprenant enfin les dernières paroles de sa grand-mère Martha. Les graines qu'elle avait plantées cette nuit-là pendant le valse fleurissaient dans des lieux qu'elle n'avait jamais imaginé atteindre. Quelques mois plus tard, Maya apprit que Vincent avait commencé à écrire des lettres aux familles d'autres victimes de médicaments expérimentaux, demandant pardon et offrant des ressources des biens restants pour aider au traitement sûr. C'était un petit début, mais c'était un début. David Morgan s'était inscrit à des programmes éducatifs en prison, se consacrant à l'étude de l'éthique médicale. Il savait qu'il ne pourrait jamais défaire ses crimes, mais peut-être pourrait-il éduquer d'autres scientifiques sur les conséquences dévastatrices de placer le profit au-dessus de la vie humaine. La veille de son 13e anniversaire, Maya visita la tombe de Sophia Crawford pour la première fois. Elle laissa une petite poupée et une partition de valse, murmurant une promesse silencieuse que la mémoire de la fillette continuerait d'inspirer des changements positifs dans le monde. En quittant le cimetière, Maya sut qu'elle avait trouvé sa véritable vocation. Elle ne serait pas seulement une survivante, ni une victime devenue victorieuse. Elle serait un pont, connectant douleur et guérison, injustice et espoir, désespoir et transformation. Des années plus tard, lorsque Maya Johnson deviendrait l'une des avocates pour les droits des enfants les plus respectées du pays, elle rappellerait toujours aux enfants qu'elle défendait. Vous avez le pouvoir de planter des graines de changement, même dans les sols les plus difficiles. Mais souvenez-vous toujours d'arroser ces graines avec sagesse, compassion et espoir. Et quelque part, dans une cellule de prison, Vincent Crawford gardait des coupures de journaux sur les succès de Maya, comprenant enfin la véritable signification du mot « héritage ». L'histoire de Maya prouva que parfois les plus grandes révolutions ne commencent pas avec des armées ni des armes, mais avec un enfant courageux refusant d'accepter que le monde ne puisse pas